Bonjour Monsieur Marc Ratsimba. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à Clichy-sous-Bois. Vous êtes un des acteurs majeurs de la banlieue et aussi du département de Seine-Saint-Denis, un des acteurs sociaux importants. À double titre, d'abord comme directeur adjoint du renouvellement urbain de la ville de Clichy-sous-Bois et ensuite comme militant à titre de président depuis 7 ans de Profession Banlieue. Qu'est-ce que le renouvellement urbain et à quoi consiste exactement donc cette mission? Alors le renouvellement urbain, il part d'une situation de dégradation de certains quartiers, de certains immeubles dans ces quartiers qui nécessitaient une rénovation physique, pour le coup, urbaine, par le biais de ce que l'Agence nationale de rénovation urbaine a défendu en termes de démolition. C'était la stratégie de l'Agence de rénovation urbaine quand elle a été créée au début des années 2000 par Jean-Louis Borloo, c'était que ces quartiers allaient se renouveler en favorisant plutôt des démolitions des immeubles les plus dégradés, les plus obsolètes, ou qui, dans ces quartiers, pouvaient ne pas donner trop de sens urbain à ces quartiers, qui n'étaient pas forcément toujours assez ouverts sur la ville, qui étaient très très denses avec ces grandes barres et ces tours. Et il fallait donc renouveler ces quartiers, parce qu'ils étaient dégradés, mais aussi parce que leur urbanisme, la qualité du cadre de vie nécessitait des démolitions pour pouvoir ouvrir les quartiers, pour pouvoir recréer des espaces publics, reconstruire des bâtiments qui étaient plus ce que Jean-Louis Borloo appelait à taille humaine, donc avec des petits immeubles, parfois même de l'habitat individuel. Dans certains projets, on a reconstruit des petites maisons à la place des grandes barres et des tours. Et donc on est sur cette logique de rénovation physique, urbaine du quartier. Mais le terme de renouvellement urbain, c'est intéressant, d'ailleurs ce n'est pas le terme qui a été employé par Jean-Louis Borloo quand il a créé l'agence, il a employé le terme de rénovation urbaine, qui est un terme beaucoup plus physique pour le coup. Le terme de renouvellement urbain, il induit derrière quelque chose de beaucoup plus intégré, de plus riche, avec aussi une réflexion sur le social, la place des services publics, des espaces publics, mais aussi donc des acteurs du social, de l'éducatif dans le quartier, et d'éviter qu'un projet de renouvellement urbain ne soit qu'un projet finalement de démolition, reconstruction ou réhabilitation de logements. Un Clichysois sur 2 a moins de 30 ans, ce qui est à peu près 15% de plus que la moyenne française, puisque je crois de mémoire qu'en France, un tiers des Français ont moins de 30 ans. À Clichy, c'est 50%, un peu plus de 50%. Voilà. Une ville très très jeune, énormément d'enfants. Il y a 8000 élèves ou enfants dans les écoles, donc entre les écoles primaires, les 3 collèges et les lycées. Il y a 8000 enfants sur 30 000 habitants à Clichy. Donc vous voyez un petit peu l'ampleur de la jeunesse et même des enfants, des petits-enfants dans cette ville. Et puis une ville très très diverse en termes d'origine, de nationalité et d'origine culturelle. On est sur une centaine de nationalités à Clichy-sous-Bois. Et il y a énormément évidemment de Clichysois issus de l'immigration, mais il y a aussi beaucoup de Clichysois qui n'ont pas la nationalité française, 35%. 35%. Voilà, ce qui est très très élevé en termes de Clichysois étrangers n'ayant pas la nationalité française. Et avec tout ça, on est sur un territoire très jeune, très dynamique, et que moi je qualifierais, je le connais quand même très bien depuis presque 30 ans maintenant, en tant qu'habitant et en tant que professionnel sur ce territoire, plutôt dans des relations apaisées, intéressantes, riches, dynamiques entre les gens, et pas les voitures brûlées qu'on a vues en 2005, qui ont brûlé pendant 2 nuits, et puis qui ne sont pas la réalité du tout quotidienne de ce territoire. On a démoli sur le plateau de Clichy-Montfermeil 1600 logements. Là, les logements maintenant sont tous démolis, tous ceux qui devaient être démolis. Et on reconstruit plus de logements, on reconstruit 2300 logements. Donc là, il nous reste encore environ 500 logements à construire sur les 5 à 6 dernières années qui restent du programme. On est sur des programmes de presque 20 ans en fait. Donc c'est très très long, c'est un processus très long. Et on a réhabilité la totalité des logements qui étaient conservés, environ 3000. Et donc toutes les personnes de ce quartier sont soit dans des logements neufs, soit dans des logements entièrement réhabilités.
et avec énormément de démolitions, donc des bâtiments qui ont disparu, qui ont été remplacés par des petits bâtiments qui changent complètement l'ambiance, le cadre de vie du quartier, de nouvelles écoles, des nouveaux squares, des nouveaux espaces publics. Donc aujourd'hui, alors que le projet n'est pas encore terminé, qu'il reste environ 5 à 6 ans de projet, quand vous vivez dans ce quartier, vous ne viviez plus du tout dans le même quartier qu'il y a 10 ans. Je suppose que ça a eu un impact sur la vie, sur les liens sociaux, sur l'intégration. Est-ce que vous avez pu le mesurer avec des indicateurs Alors, ce que je vous disais sur les équipements, par exemple, quand on a une école neuve, mieux conçue, complètement neuve, avec des espaces nouveaux, des espaces informatiques, des espaces adaptés. Mais aussi, il y a les personnels, aussi, il y a les gens. Voilà, donc les ambiances dans les établissements sont complètement transformées. On l'avait vécu sur un des collèges. Mais vous avez pu le mesurer ? On peut le mesurer à l'ambiance dans l'établissement. Par exemple, dans un collège, ça a été très net. Il y a un collège qui a été reconstruit dans les années 90 sur ce quartier-là. Y a-t-il encore des problèmes ? Alors, bien sûr. Lesquels ? Moi, je le dis souvent, la rénovation urbaine ne rend pas les gens plus riches. Évidemment. Voilà. Elle transforme le cadre de vie des gens et c'est fondamental pour la qualité de vie et le quotidien des habitants, mais elle ne règle pas d'autres problèmes que le problème de l'urbanisme et de la qualité des logements. Donc et notamment, elle ne rend pas les gens plus riches. Et on est à Clichy-sous-Bois, l'une des principales difficultés de la population clichoise, c'est sa précarité, sa pauvreté. Voilà. On est sur des indicateurs qui sont là aussi très impressionnant et très différent, même de la Seine-Saint-Denis, qui est pourtant un département où la précarité est assez forte. À Clichy-sous-Bois, on explose complètement les indicateurs. On est sur un revenu médian, c'est-à-dire le revenu pour lequel il y a autant de gens en dessous qu'au-dessus, qui est à 9 000 euros, alors que le revenu médian français doit être à 20 000. Donc vous voyez, le seuil de pauvreté européen est autour de 7 500 euros. Donc la plupart des Clichois sont très proches du seuil de pauvreté européen. Est-ce que les institutions académiques n'étaient pas suffisamment performantes et professionnalisantes pour créer, il y a plus de 20 ans déjà, Profession Banlieue ? Alors en effet, Profession Banlieue a été créée en 1993. C'est un centre de ressources, c'est pas un organisme de formation. Expliquez-nous, qu'est-ce qu'un centre de ressources ? Un centre de ressources, alors, Profession Banlieue, profession parce que notre public, ce sont les professionnels qui travaillent dans les quartiers de la politique de la ville. Qu'ils soient d'ailleurs chefs de projet politique de la ville ou des professionnels qui ne sont pas dans cette politique, mais qui peuvent être des directeurs de centres sociaux, qui peuvent être des directeurs de l'éducation des villes, qui peuvent être un acteur culturel d'un territoire. On n'est pas sur le public de ceux qui travaillent sur les contrats de ville, sur les projets de rénovation urbaine. On est beaucoup plus large, on est sur les professionnels, quels qu'ils soient, dès lors qu'ils travaillent sur ces quartiers de la politique de la ville en Seine-Saint-Denis. Un centre de ressources, ce n'est pas un organisme de formation. Pour ça, il y a plein de choses qui existent et qui sont de qualité. Il n'y a pas de critique particulière à la création de Profession Banlieue sur l'offre de formation sur ces questions-là. C'est d'abord et avant tout un lieu où les professionnels peuvent se retrouver pour faire du réseau entre eux. Voilà. Ça n'existait pas. Quand ça a été créé en 1993, Profession Banlieue, il n'y avait pas d'endroit où les professionnels qui travaillent sur les quartiers de la Seine-Saint-Denis pouvaient se rencontrer, échanger leurs expériences, faire part de leurs difficultés, trouver des solutions ensemble. Et donc c'est un réseau en fait de professionnels. Et donc nous sommes là pour susciter ces rencontres en organisant des interventions de gens qui sont intéressants, qui vont faire venir ces professionnels pour écouter des interventions, pour en discuter entre eux. Et aussi des moments d'échange de leurs pratiques entre professionnels sur ce qu'ils font dans leur quartier, ce qui marche bien, ce qui marche moins bien. Donc ce réseau d'échange de professionnels. Un centre de ressources aussi, c'est un lieu de documentation où on peut trouver des informations sur la Seine-Saint-Denis, sur la politique de la ville, sur ce que font les acteurs dans ce département de Seine-Saint-Denis. Alors ça évolue, donc maintenant on est plus on essaie de faire évoluer. On était vraiment très reconnus pour nos publications. On publie régulièrement, 2 à 3 fois par an,
des documents sur la gestion urbaine de proximité, l'action culturelle dans les quartiers. Maintenant, on essaie d'évoluer vers le numérique parce qu'on se rend compte que ce vecteur-là est plus utilisé en fait par les professionnels que nos publications traditionnelles. Donc voilà, donc un organisme qui publie aussi et qui produit aussi quand même de la connaissance. Comment voyez-vous les grandes évolutions depuis 10 ans? Alors moi, l'évolution que je vois sur les années récentes, c'est le développement de cette approche participative. On en a depuis très longtemps parlé dans la politique de la ville. Il ne s'est pas passé grand-chose. Et là, j'ai le sentiment que ça commence à bouger, qu'il commence à se passer des choses intéressantes. Quels sont les signes? Bon, il y a les conseils citoyens, mais ça, à la limite, c'est la loi, c'est un outil institutionnel. Mais... Ça peut... c'est-à-dire que les acteurs intègrent de plus en plus l'idée que tout ce qu'ils font, quand même, il faut l'échanger avec les habitants, que les habitants peuvent apporter quelque chose pour améliorer les actions que nous menons sur ces quartiers. C'est un état d'esprit. Moi, c'est des choses que j'entendais pas tant que ça il y a 10 ans, sauf par certains qui portaient vraiment l'ambition de la démocratie participative, qui est une ambition démocratique, comme son nom l'indique, mais aussi beaucoup de professionnels à qui ça faisait peur, qui ne voyaient pas très bien ce que ça pouvait apporter à leur métier, à leur action. Et la même chose pour les élus. Et là, moi, je trouve qu'on est dans une phase beaucoup plus intéressante sur cette question-là, où on sent que c'est un petit peu comme l'écologie, je trouve, je fais un parallèle. Ça a mis son temps pour progresser, mais maintenant, alors ça ne veut pas dire qu'on est écolo, ça ne veut pas dire qu'on est très participatif, mais ça veut dire que maintenant, les acteurs ont intégré l'idée que c'était bien de le faire et qu'il fallait le faire, que c'était riche pour eux de le faire, et que ce n'était pas une contrainte ou un truc d'intello ou de je ne sais pas quoi, d'extrémistes contre la démocratie représentative, vous voyez. Merci. Merci à vous.